Bonjour et bienvenue dans Warhammer Chroniques, l'émission où je vais vous conter l'un des nombreux récits de l'univers de Warhammer. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un monde de violence et de brutalité, de sauvagerie et de guerre. Nous allons plonger dans le monde des orques et des gobelins. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, n'hésitez pas à découvrir notre jeu de rôle dans l'univers de Warhammer, ici, dans la fiche. Et n'oubliez pas, dans le monde dangereux de Warhammer, le port du casque est fortement conseillé. Bon voyage. La bataille de la porte Est. Le sol trembla lorsqu'un autre énorme rocher de lance-roc vint s'écraser au cœur des rangs compacts des nains. Le gigantesque projectile rocheux éclata en milliers de morceaux, creusant un trou sanglant dans leur formation. Les guerriers barbus mouraient en hurlant, tandis que les gobelins s'infiltraient dans les brèches de leurs lignes. Les peaux vertes jacassant capturaient leur adversaire étourdi dans des filets, puis les frappaient avec de lourds gourdins alors que les nains tentaient de reformer leurs rangs. Le chef de guerre gobelin Skarsnik enfonça son aiguillon à Squig à travers le plastron du nain devant lui et planta son épée dans le cou d'un autre. Tout autour de lui, ses guerriers se précipitaient sur leur ennemi de toujours, en les frappant de leurs lances et en criant comme des démons. À côté de lui, Gobla, son fidèle Squig de guerre, rugissait et bondissait de droite et de gauche, tuant des douzaines de nains en quelques secondes grâce à ses redoutables griffes. Des haches s'abattaient sur l'armure de Skarsnik, qui avait déjà reçu plusieurs blessures, mais celui-ci semblait les ignorer. Ils étaient trop pris dans la fureur des combats pour ressentir la douleur, et frappaient inlassablement d'estoc et de taille avec ces terribles armes. Les nains se battaient certes avec une volonté de fer, mais ils n'étaient pas de taille contre les gobelins de Skarsnik. Les victimes tombaient sous sa lame, et le sang nain teintait la route de rouge. Les nains tentaient vainement de contenir l'immense horde verte, mais le combat était par trop inégal. Ils étaient très nettement dépassés en nombre, et encerclés de toutes parts. De plus, contrairement à eux, Skarsnik pouvait se permettre de lourdes pertes sans aucun problème. Le carnage était terrible, mais les nains continuaient cependant à progresser avec obstination, traînant avec eux les cadavres de leurs camarades tombés. Ils se dirigeaient vers Karakowipic, une ancienne forteresse qui gardait le col de la mort. Désormais, rien de plus qu'un tas de ruines. La route du col serpentait jusqu'à la porte, et s'ils survivaient assez longtemps pour y arriver, ils pourraient peut-être rejoindre leurs frères assiégés. Mais Skarsnik les tenait à sa merci maintenant. Des centaines de gobelins surgirent soudain de leur cachette, sur les flancs des malheureux nains, tandis que d'autres tenaient encore les restes de la porte. Une force d'orques se déplaça derrière eux pour bloquer toute retraite. Le chef de guerre s'était assuré qu'il n'y aurait ni survivants, ni levée de siège. Allez les gars, c'est que des nabos. Ils se battent comme des gobs. Skarsnik ponctuait ses ordres par quelques baffes sur des gobelins autour de lui pour leur donner du courage. De nouveau, il se tourna vers la bataille en agitant son aiguillon au-dessus de sa tête et en décapitant un autre nain. À ce signal, une pluie de flèches noires s'abattit dans la mêlée, tuant autant de peaux vertes que de nains. Des archers gobelins de la nuit lâchaient trait sur trait vers les combats, sans se soucier le moins du monde des pertes qu'ils infligeaient à leur propre corps. Une flèche se planta dans l'épaule de Skarsnik, qui grogna de douleur en la sentant percer sa peau et s'enfoncer dans sa chair. Il l'arracha et la jeta négligemment sur le côté, au moment où un gros nain barbu lui assénait un coup de sa hache runique. Il bloqua le coup et rentra dans la garde de son adversaire pour lui flanquer un coup dans le nez. Le nain vacilla en arrière, lâchant sa hache, alors que Skarsnik tendait vers lui son aiguillon. L'arme magique projeta un immense éclair d'énergie war, et le guerrier s'effondra en hurlant, tandis qu'une boule de feu verte l'enveloppait, faisant fondre son armure et arrachant la peau de ses os. Les autres nains reculèrent d'horreur à la vue de leurs camarades qui se consumaient, et la peur se répandit momentanément parmi eux. Personne ne désirait subir le même sort. Allez les gars.
Ils sont cuits maintenant. Le chef de guerre avança encore dans les lignes ennemies, abattant tout sur son passage. Gobla s'arrêta pour profiter de la chair naine cuite, avalant le corps en quelques bouchées. Un mur de nains en armure s'approcha alors, et Skarsnik fut bientôt cerné de toutes parts. On ne voyait plus que la lame de son aiguillon se lever et s'abattre en faisant gicler le sang. Voyant leur chef encerclé, les gobelins qui bloquaient la route de la porte est faiblirent et commencèrent à fuir. Les nains en profitèrent aussitôt pour reprendre leur progression vers la porte, poussant par un regain de détermination. Skarsnik se tenait sur un tas de cadavres et commençait à agiter son aiguillon furieusement vers les gobelins qu'il avait positionnés sur les collines proches de la porte. Son plan était maintenant en train de payer, doucement au début, puis plus vite ensuite. Au fur et à mesure que les chefs de chaque bande distribuaient des baffes, la nuée de gobelins descendit le col pour adopter une position défensive devant les portes. Le chef de guerre ricana en imaginant le désespoir des nains devant une telle démonstration de la ruse gobeline. Avancer revenait à s'engluer dans une bataille d'usure sans espoir. Rester sur place revenait à se faire abattre par les archers gobelins qui tiraient volée sur volée, ou à se faire écraser par les tirs de lance-rocs. Plus de la moitié des nains de l'armée gisaient au sol, morts ou agonisants, tandis que les forces de Skarsnik étaient à peine diminuées. Il n'y avait pas d'échappatoire. Avec leur stoïcisme naturel, les nains comprirent que leur destin était scellé et commencèrent à recommander leurs âmes au dieu Grugni. Se hissant sur une petite colline, ils se préparèrent à vendre chèrement leur vie. Skarsnik arrêta son armée au pied de la colline. « Yo! Qui c'est le chef des nabos? C'est votre dernière chance! Rendez-vous ou vous crèverez tous! » Un guerrier barbu en armure lourde s'avança au-dessus des rangs de ses compagnons ensanglantés et leva haut sa hache luisante de runes. « Moi, Durégar, parent du roi Bélégar de Caraco-Huipic, commande à ces guerriers. Je vous dis maintenant que nous préférons tous mourir ici, sur la terre de nos ancêtres, que de nous rendre à d'infâmes peaux vertes. » Les restes de l'armée naine acclamèrent ces paroles et frappèrent leurs haches sur leurs boucliers en signe de défi. Ouais, forcément je me disais bien aussi. Bon bah tant pis. Le chef de guerre gobelin était sur le point de donner l'ordre d'attaquer, lorsqu'une explosion assourdissante retentit derrière lui en le jetant à terre violemment. La porte est disparut dans un tonnerre de flammes et de poussière, l'écho de l'explosion se répercutant le long du col. Skarsnik se releva, crachant une motte de terre, et regarda dans la direction de la détonation. Les nains et les gobelins attendirent que la poussière se disperse, puis purent graduellement distinguer les unités naines menées par un puissant guerrier coiffé de la couronne de Caraco-Huipic. Avançant vers l'est, le long de la route, le roi nain Bélégar était venu pour aider ses parents, et maintenant il menait les guerriers de ses clans sur les ruines et au travers des restes de l'arrière-garde gobeline. Skarsnik exulta de plaisir en frappant les gobelins autour de lui pour qu'ils tiennent tête à leurs nouveaux adversaires. Encore plus de nabos à crever. Parfait. Allons-y les gars. Interlude. Le quotidien des orques. Oh. Ouais. Et tu vois, les hommes sont roses, mous, et ils sont tous de la même taille. Alors ils se battent sans arrêt sur qui va commander, tu vois. Parce que leur seul moyen de le savoir, c'est avec des badges et des médailles. Quand il y en a un qui veut commander les autres, il se dit « Je sais des trucs mieux que vous, alors écoutez-moi ». Le pire, c'est qu'il y en a que la moitié qui le croit. Alors il faut qu'il pète la tête aux autres, ou qu'il se taille en courant. Moi je trouve ça débile. Après, pendant qu'ils se chamaillent, les orques peuvent venir leur montrer qui c'est les vrais chefs. Ouais, Morgut, y a rien de mieux que les orques. De toute façon, les orques, ils perdent jamais. Si qu'on gagne, on gagne. Si qu'on meurt, on meurt. Alors ça compte pas vraiment. Si qu'on s'en va pour pas mourir, eh ben, on revient. Après pour se battre encore. Donc ça compte pas non plus. C'est comment qu'ils disaient les hommes que j'ai capturés. C'est de la logique.
Ouais, la Lojec, évidemment, je connais. Je connais un autre point Lojec. C'est qu'un bon nabo, c'est un nabo crevé. Et la seule chose mieux qu'un nabo crevé, c'est un nabo qui est en train de crever et qui dit où sont les autres. Eh vous autres, pourquoi vous rigolez? Les gobelins firent volte-face en sursautant. Rien du tout, chef. Rien du tout. On casse juste un peu la croûte, chef. Pleurnicha le moins lâche des petits peaux vertes. Te fiche pas de moi. Je vois bien que vous trafiquez quelque chose. L'énorme orc examinait les alentours d'un air soupçonneux. Eh, où qu'il est, Radgash, vous l'auriez quand même pas bouffé. Un silence gêné s'installa. Nous, vous faire un gage. Ce serait crado, chef. C'est quand même un pote à nous. Ouais. Et en plus, il est tout plein de gras et de nerfs. On choperait tous une indigestion. Qui c'est ça alors? L'orque noir pointa le repas d'une griffe sale. Et pas de bobard. Sinon vous allez choper autre chose qu'une indigestion. C'est Gmurkon, chef. Un gars de la bande à Astico. Mais il était déjà en train de crever quand on l'a trouvé. Évidemment, il disait qu'il était en train de roupiller, mais ces gus, c'est tous des menteurs, pas vrai? Les gobelins ne se faisaient jamais confiance entre eux. Et pour cause. Bon, ok. Mais si vous avez ce qui est bon pour vous, vous me garderez une cuisse la prochaine fois. Attends, s'ils ont pas bouffé Radgash, t'es passé où? Ouah, délire. Ils avaient jamais fait ça, les autres rochers. Chef, c'était Radgash, le rocher. Quoi? Grogna le gros orc en attrapant le gobe par le cou pour le lever jusqu'à ses yeux. Le gobelin commençait à devenir tout bleu, mais réussit tout de même à montrer d'un doigt tremblant le projectile qui s'écrasait sur la maison que les gobelins utilisaient comme cible d'entraînement. Ouais, je me disais pourquoi qu'il criait aussi le rocher. Azag et la couronne ensorcelée. Les gars avaient encore remis ça. Il y a encore un instant, son armée semblait raisonnablement organisée. Maintenant, elle s'agitait comme un squig. La moitié des unités étaient en train de se battre, mordant, griffant, poignardant tout ce qui passait à côté. Et tant que l'armée impériale était hors de portée des lance-rocs, toutes les bandes allaient continuer à se chamailler. Encore une fois. Le grand chef de guerre orc, Azag, contemplait le champ de bataille depuis le dos de sa vouive. Compte jusqu'à 10. Une voix dans sa tête, mielleuse, démoniaque et séduisante, chuchotait. C'était celle de sa couronne magique qu'il portait. Il sentait sa colère diminuer, adoucie par la voix. Azag s'arrêta, son visage déformé par une grimace pendant qu'il réfléchissait à la suite. Il s'arrêta de nouveau, le regard perdu dans le lointain. Soudain, un casque jeté par la bande d'à côté vint heurter son armure, le sortant de sa rêverie. Azag descendit au sol, attrapa le premier gobelin à proximité et le lança dans la mêlée la plus proche. Le chef de guerre mit un coup de tête à l'orque le plus proche comme pour ponctuer sa phrase. La bande s'arrêta en plein combat, les poings levés, prêts à frapper. Azag pointa du doigt l'armée impériale qui approchait. C'est à eux qu'il faut casser la tête. Ouais, chef. Ok, les gars, vous avez pigé? En rang. Et pas de baston dans le fond. Azag les laissa, marmonnant pour lui-même en se dirigeant vers une autre unité qui se battait. Et vous autres? Une demi-heure plus tard, l'ordre était rétabli. Les victimes des différentes rixes furent laissées sur place, leurs biens appartenant maintenant à des orques plus gros et plus forts. L'armée Zom était très proche maintenant, avec leurs bannières flottant au-dessus de chaque unité, assez proche pour que l'on puisse distinguer les différentes troupes. De grandes unités de Fantassa avec de petits détachements intercalés entre elles formaient le centre de l'armée. Sur la droite,
Azag pouvait voir un grand régiment de chevaliers, la fine fleur de leur armée. C'était probablement là que se trouvait le général. L'autre flanc semblait vide, mais il pouvait discerner du mouvement en regardant bien. Un canon feu d'enfer approchait à proximité de l'infanterie. Il en avait déjà vu et savait qu'il fallait s'en tenir à bonne distance. Le chef de guerre grimpa de nouveau sur sa vouivre et s'envola vers les collines derrière ses lignes. Quelques gobelins s'enfuirent pendant que la bête se posait, repliant ses énormes ailes le long de son corps. Les orques, ignorant le général et son jouet, s'occupèrent de les remettre au travail pour charger les balistes et les catapultes. Azag regarda de nouveau vers son armée. Plusieurs gars étaient de nouveau en train de se battre, d'autres en train de s'insulter, mais ce n'était pas trop grave. La majorité des unités étaient prêtes. D'énormes bandes d'orques formaient un centre solide, avec d'encore plus grosses bandes de gobelins sur leurs flancs. Gatlag et ses chevaucheurs de sangliers se trouvaient face au canon ennemi. On pouvait même distinguer le chef orc devant ses gars, tentant de faire un discours sans tomber de son sanglier surexcité. Contre les chevaliers, Azag prévoyait d'envoyer plusieurs unités de gobelins de la nuit, sous le commandement d'un chef du nom de Rikit, l'un des rares chefs en qui il pouvait avoir à peu près confiance dans les montagnes de l'Œil Rouge. Sur les deux flancs de la horde se massaient d'innombrables chevaucheurs de loups. Azag savait que de nombreuses unités étaient présentes, mais il ne pouvait pas les différencier à cette distance, car ils bougeaient tout le temps. Il aurait pu s'énerver de ce désordre, mais c'était dans leur nature. Et puis cela troublait l'ennemi aussi. D'un seul ordre, le chef de guerre orc commença la bataille, lance-rocs et balistes envoyant leurs projectiles vers l'ennemi. Azag sourit pour lui-même, en regardant les rochers et les traits franchir la distance entre les deux armées pour s'écraser dans les rangs humains. Un épieu perfora un chevalier, le désarçonnant et l'emportant jusqu'au cavalier derrière lui pour l'embrocher aussi. Un rocher trouva aussi sa cible et s'écrasa au centre d'un régiment d'infanterie en produisant un bruit écœurant et en projetant des milliers d'éclats acérés à travers les rangs. Crièrent les orques en chœur tandis que l'armée se mettait en marche. Azag les contemplait un instant. Les chefs connaissaient le plan. Ils savaient aussi ce qui arrivait à ceux qui ne le respectaient pas. Il leur faisait confiance pour au moins essayer de le suivre. Quoi qu'il arrive, il était là pour s'assurer que tout se passerait bien. Toute l'armée avançait maintenant. Au centre, les unités déferlaient en hurlant leur chant de guerre et en s'insultant mutuellement. Chacune essayait d'être la première à arriver au corps à corps. Loin sur la droite, Azag pouvait voir Rikit et ses gobelins avancer aussi, les plus fous grimpant sur le dos de Squigans enragés pour arriver plus vite au combat. Sur la gauche, les chevaucheurs de loups cavalaient vers les canons, suivis par Gatlag et ses gars. Plus que quelques instants. Et comme en réponse, le canon impérial ouvrit le feu, faisant disparaître les loups et leurs cavaliers dans un nuage bleu-gris. Derrière, les chevaucheurs de sangliers faiblirent, mais Gatlag les encouragea à poursuivre la charge, et ils disparurent dans la fumée. Lorsqu'elle commença à se dissiper, Azag put voir les hommes tenter désespérément de recharger le canon, mais les sangliers étaient trop rapides. Ils galopaient par-dessus les restes sanglants des chevaucheurs de loups, sans même s'arrêter. Les servants disparurent sous une mer de sangliers oragés et d'orques furieux. Avec leur couverture de flancs anéantis, les troupes humaines tentaient de se redéployer pour se protéger de l'avancée des orques. La résistance fut plus farouche. Gatlag mena sa charge droit sur le flanc d'un régiment de hallebardiers qui tentait de pivoter. Le premier rang disparut presque tout de suite, écrasé par la charge. Les hallebardiers avaient reculé, mais s'étaient remis du choc initial et combattaient résolument. Le chef de guerre orc ressentit le besoin d'aller s'occuper de cela lui-même. Mais pouvait-il faire confiance au reste de l'armée pour se battre ? Bientôt. Lui répondit calmement la couronne. Et à contre-cœur, Azag se concentra sur le reste de l'armée. Au centre, ses troupes étaient presque sur les lignes impériales. Des éclairs d'énergie verte jaillirent pour carboniser les rangs impériaux. Une riposte d'étincelles bleutées fusa, mais fut rapidement dissipée. Leur mage est faible.
Il ne peut rien contre toi. Sur la droite, les gobelins dirigés par Rikit avaient bloqué les chevaliers avec leurs squigs et leurs fanatiques. Pendant qu'Azag regardait, l'élite de l'Empire se faisait écraser par des gobelins déments attachés à des fléaux énormes qui tournaient comme des toupies et traversant l'unité en causant des ravages inouïs. Des morceaux de lance, d'armure et de membres volaient dans tous les sens tandis que le fanatique sortait de la formation. Puis, alors que les chevaliers se remettaient en rang, le gobelin fit demi-tour et replongea une nouvelle fois dans l'unité. Avec moins d'un quart de ses chevaliers encore en vie, le général humain fit pivoter son destrier et prit la fuite en esquivant un fanatique perdu, puis en sautant par-dessus un squig égaré. Ils sont à toi. Le chef de guerre orc bascula la tête en arrière et poussa un cri de victoire assourdissant. Un cri s'éleva du reste de l'armée en réponse. Celle-ci déferla comme une marée verte sur les lignes impériales, qui semblèrent un instant pouvoir tenir. Le combat était désespéré, car les hommes avaient vu fuir leur général et savaient que la bataille tournait en leur défaveur. Puis, Gatlag perça au travers des lignes, et la panique se répandit dans les rangs impériaux. Les chevaucheurs de sangliers chargeaient régiment après régiment, alors que ceux-ci ne pouvaient se retourner vers leur nouvel ennemi, puisqu'ils étaient déjà engagés dans un combat sanglant au centre. Les cavaliers orques rugissaient d'excitation en massacrant des dizaines d'adversaires. Tandis que leur monture succombait elle aussi à la frénésie des combats, ici et là, des éclairs d'énergie verte se déversaient sur les rangs de l'Empire, massacrant les soldats aussi facilement que les orques eux-mêmes. Maintenant. Ouais, c'est ce que je me disais. C'est le moment que je me barre. Azag épronna sa vouivre qui s'envola dans le ciel. En s'élevant au-dessus du champ de bataille, il put observer plus clairement la situation. Le bon vieux Gatlag et ses gars avaient franchi les rangs impériaux. Il n'en restait plus beaucoup encore en vie, mais ils continuaient à avancer. Les lignes des guerriers de l'Empire étaient totalement enfoncées. Depuis le ciel, Azag pouvait voir les couards qui prenaient la fuite, quittant l'arrière de leurs unités tandis que leurs camarades plus courageux continuaient à se battre contre la horde de peau verte. Sur la droite, le reste des chevaliers s'était rallié, mais il n'en restait qu'un nombre pitoyable. Rikit continua de pousser ses gars plus en avant. La dernière résistance humaine et le meilleur combat étaient là. En tirant sur les rênes, Azag arrêta l'ascension de sa vouivre, puis plongea vers les chevaliers. Mais ces derniers chargèrent les gobelins de la nuit avant qu'ils n'arrivent. La vouivre se posa juste derrière la cavalerie impériale, et le chef de guerre orc hurla sa frustration. La cavalerie lourde impériale tomba sur les gobelins en empalant les peaux vertes malchanceux du premier rang, tandis que le général en découpait d'autres par douzaines à grands revers de sa lame luisante. Magie. La voix chuchotait tandis qu'Azag faisait pivoter sa vouivre pour leur faire face. Un nuage noir passa devant le soleil et l'obscurité s'étendit sur le champ de bataille. Rassurés par la faible luminosité, les gobelins normalement peureux redoublèrent d'ardeur et se pressèrent autour des quelques chevaliers survivants, les désarçonnant les uns après les autres. L'un d'eux chuta, sa monture s'effondrant sous lui, écrasant le gobelin qui avait piqué le cheval de sa lance. Azag vit que Rikit dirigeait ses troupes de derrière, comme d'habitude. Finalement, seul restait le général, blessé et ensanglanté, mais toujours en état de se battre. La vouivre s'approcha du combat, mais juste à ce moment-là, un gobelin jeta sa lance dans la gorge du cheval. Ce dernier lutta pour rester debout, mais sa blessure était trop profonde, et il s'écroula d'un coup, entraînant le général avec lui, et le clouant au sol sous son poids. Jappant et caquetant, les gobelins se jetèrent sur le valeureux guerrier, son épée disparaissant en dernier sous une mêlée de peau verte. Azag s'arrêta à côté, se demandant comment le général pouvait être encore en vie. Une minute s'écoula. Puis une autre. Il devait certainement avoir été tué maintenant. Même par ces ridicules gobelins. Je l'avais en premier.
Sans aucun adversaire, les gobelins de la nuit étaient de nouveau en train de se battre. Mais entre eux cette fois. Azag regarda avec frustration les bagarres commencer dans les autres bandes. Des tas d'orques luttant, se battant, passant leur colère sur les autres plutôt que sur l'ennemi. Marmonnant pour lui-même, le chef de guerre orc glissa du dos de sa vouivre encore une fois. Bon.